grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus et Bien Ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, salut à tous, merci d'être avec nous. Voilà un jour un peu symbolique, certains s'en souviendront peut-être. Nous sommes le 15 juin 2023, il est exactement 18h31, on est ravis d'être avec vous. Nous sommes en direct pour ce numéro de juin du grand jury de la presse immobilière. Et au sommaire de ce numéro, nous allons recevoir nos journalistes avec, dans un premier temps, la revue du grand jury, suivi du grand débat avec notre invité du mois, invité et eux, n'est-ce pas? Et enfin, la météo de l'IMO, présentée par Philippe Deligny-Ville de Bien Ici, qu'on verra dans la dernière partie de l'émission. Mais dans un premier temps, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau comme grande invité de ce numéro du mois de juin, c'est Véronique Bédag qui est avec nous. Bonsoir Véronique. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Véronique Bédag, présidente directrice générale du groupe Nexity. On est ravis de vous avoir sur le plateau. Merci. On a beaucoup insisté et on est ravis que vous soyez là pour partager. On vous connaît Sylvain, ouais, voilà. Puis c'est toujours par avoir un gain de cause. Pour partager ce moment avec nous. Bien évidemment, le grand jury de la presse immobilière animé, coproduit par notre super productrice, elle est sur le plateau. C'est Charlotte Ekerl. Salut Charlotte. Salut Sylvain. Comment ça va? Ça va bien. Voilà, je suis ravi que vous soyez avec nous. On a un numéro de juin, on l'a voulu, on y a tenu. Elle est sur le plateau. Merci à vous, Véronique, en tout cas, d'être avec nous. Nos journalistes présents sont là. Je ne vais pas bouder mon plaisir parce qu'il vient de temps en temps nous voir, mais j'ai le plaisir, moi, en ce qui concerne, de le voir chaque mois dans le Tour de France. Nous sommes les saltimbanques des villes. Il est rédacteur en chef du Figaro Immobilier. C'est mon ami Olivier Marin. Eh bien, bonjour Sylvain, bonjour à tous. Très heureux d'être de nouveau de retour dans ce club de la presse. Absolument. Avec Véronique Bédag, super invité. Voilà, un grand jury de la presse d'ailleurs qui a été initié à l'origine avec deux amis de la presse immobilière. Marie Cœur de Roy qui nous écoute et qui n'a pas pu être présente, elle s'en excuse. En tout cas, nous avons sur le plateau Virginie Grelot, journaliste à Challenge. Salut Virginie. Salut Sylvain. Voilà, la grande fidèle du grand jury de l'immobilier. On est toujours heureux de l'avoir. En plus, bien évidemment, un climat assez tempéré, on peut le dire assez chaud. Chaud dans les deux sens, chaud à l'extérieur et chaud dans le métier, bien évidemment. Mon ami Bruno Monnier-Vinard également est avec nous. Bonjour Bruno. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Journaliste au point. Alors, tu as remarqué Bruno, je le dis chaque mois, mais je le redis, je te lisais 20 ans avant de te connaître. Voilà. Notamment ce formidable article qu'il a écrit dans les années 2000 sur le télétravail, dans lequel il avait 20 ans d'avance sur les nouveaux usages du télétravail, absolument. Et je suis ravi et très honoré que tu sois là maintenant. C'est la 3e saison, mon Bruno. Tout à fait. On parlera d'ailleurs d'un dossier que tu as réalisé sur Paris, mais on parlera aussi bien évidemment de la météo de l'immobilier avec notre ami Philippe Deligny-Ville, mais de l'actualité. Et dans un premier temps, mesdames et messieurs, je suis ravi d'ailleurs que vous soyez connectés à Radio Imo, vous pouvez vous poser vos questions, n'est-ce pas Charlotte? On va modérer bien évidemment toutes vos remarques et si vous le souhaitez, on pourra même pour certains d'entre vous, si vous le voulez bien, prendre à l'antenne. Mais dans un premier temps, c'est passé. On va partir sur la revue du grand jury avec nos journalistes. C'est tout de suite après ça. Le grand jury de la presse immobilière, la revue du grand jury. Alors l'idée de la revue du grand jury, ma chère Véronique, c'est de donner la parole pendant quelques minutes à nos journalistes de la presse pour soit un coup de blues, un coup de gueule ou un coup de cœur. Alors, je ne vous cache pas que les coups de cœur en ce moment, ils sont un peu rares dans l'industrie immobilière. Bruno en a pas mal. Mais voilà. Il est positif. Bon, voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va essayer de faire un tour d'horizon de vos avis, les amis, les confrères de la presse immobilière. Je propose qu'on commence par Olivier Marin du Figaro. Oui, alors est-ce que je peux faire un coup de cœur et un mini coup de blues? C'est possible? Tu fais exactement ce que tu veux. Coup de cœur, alors on n'en parle pas beaucoup de ces architectes, ces urbanistes qui sont souvent dans l'ombre et qui anticipent, parce que l'urbanisme et l'architecture, c'est pas seulement des bâtiments, des logements, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est la mobilité, c'est l'équipement, c'est les transports. Et mon coup de cœur, je tire un coup de chapeau, c'est à Simon Tessou, qui vient de se voir remettre cette semaine le Grand Prix de l'urbanisme 2023. C'est un architecte urbaniste de grand talent qui est directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand. Et il a mené beaucoup d'opérations, notamment des actions au cœur de Ville à Aurillac. Il a fondé l'atelier du Rouget dans le Cantal, utilisation du bois, défenseur de la ruralité. Il mène de belles opérations un peu partout en France. Simon Tessou, bravo à lui. Coup de blues. Coup de blues, c'est dans la lignée de ce qui s'est passé au CNR. C'est je ne comprends pas, mais je pense que ça va sans doute s'arranger. On avait évoqué le statut du bailleur privé.
le fait de reconnaître l'investisseur, et notamment dans le neuf, comme un acteur économique à part entière, qui permet non seulement de construire des logements, mais aussi de loger des familles. Construire des logements, il y a de l'emploi derrière, il y a le bâtiment, il y a des artisans, ça paraît logique, ça paraît intéressant, et notamment dans le neuf, et je ne comprends pas que cette idée, notamment Véronique Bédac, on l'avait évoquée lors de votre conférence de presse et je vous avais posé la question, vous m'aviez dit, je pense que c'est sur les rails. Donc déjà, je ne comprends pas ce qui s'est passé pour qu'on ait laissé tomber ce statut du bailleur privé, d'autant qu'on sait que dans le neuf, on aura besoin des investisseurs privés un jour ou l'autre. On l'avait vu de mémoire, et c'était à l'époque Alain Dinin qui avait dit, c'était au moment où Cécile Duflot était au ministère du Logement, il faut absolument qu'il y ait quelque chose, un dispositif d'investissement locatif, et finalement, on l'avait eu, c'était le Duflot, mais on avait perdu quand même beaucoup de temps. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un coup de blues. J'ai l'impression que c'est une occasion manquée. On va attendre sans doute 1 an, et il y aura ce dispositif d'investissement locatif et quelque chose qui sera fait pour ce statut du bailleur privé. Voilà. Alors, d'ailleurs, si tu veux bien, je veux bien rebondir. Il me semble qu'Olivier Klein avait même publié dans la presse qu'il était favorable au statut du bailleur privé. Bon, je sais pas, je ne suis pas ministre, mais j'aurais pris ça un peu comme un désaveu lorsque le compte-rendu de la restitution par Elisabeth Borne a été rendu. C'était assez déceptif, pour reprendre les mots, en étant plutôt modéré. Merci Olivier. Virginie Grelot, le coup de blues, coup de cœur, coup de gueule Coup de gueule, parce que comme ça, je vais laisser Enfin, ça file le blues aussi, mais et ça peut pas être, évidemment, un coup de cœur. Mais je regardais un tweet de Manuel Demergue de la Fondation Abbé Pierre qui expliquait aujourd'hui qu'il y avait encore 1500 enfants qui dormaient dehors. Je n'ai pas le périmètre, je crois que c'est Paris ou Île-de-France, mais peu importe. Pour moi, je trouve évidemment insupportable de savoir qu'il y a des enfants qui dorment dehors. Et je ne commenterai même pas les résultats du CNR ou les atermoiements du HCSF, ou en tout cas tout ce qu'on peut constater aujourd'hui. On constate simplement qu'il y a un manque d'écoute absolument saisissant sur les questions du logement. On sait qu'il y a des difficultés, sans abonder forcément toujours dans le sens des professionnels, mais on entend quand même les difficultés qui s'accumulent depuis des mois et des mois et des mois. Surtout, il y a des gens qui ont besoin de se loger, quelle que soit leur situation, les plus aisés, les moins aisés, évidemment, les personnes modestes. Il y a 4, 5, 6 millions de personnes mal logées en France. On est quand même un pays de 68 millions d'habitants, on n'est pas le dernier pays au monde, et on a encore, aujourd'hui, 1500 enfants qui dorment dehors. Pour moi, c'est insupportable. Je partage complètement votre avis. D'ailleurs, je profite de ce que vous dites, Virginie, pour saluer les travaux de la Fondation à Elojou. J'ai le plaisir d'ailleurs de faire partie du conseil d'administration mené de main de maître par Isabelle Larochette, qui se bat pour le mieux logement, sans invective, sans dogme, sans idéologie, juste pour aider les gens. Et d'ailleurs, elle a reçu cette semaine une lettre du ministère du Logement qui va lui remettre les insignes de l'ordre du chevalier de l'ordre du mérite. Je ne sais pas qui est à l'origine de cela. Elle m'a appelé ce matin, elle était ravie de le faire, mais elle se désolait en même temps aussi d'être parfois impuissante devant cette réalité. Et d'ailleurs, on a reparlé de ces situations qui sont absolument dramatiques. Vous en avez beaucoup parlé, je sais, aussi avec Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre. C'est bien de le noter. C'est juste insupportable. Voilà, c'est insupportable d'y penser, surtout lorsqu'on se trouve aujourd'hui ici en France, dans un pays libre, dans un pays démocratique, dans un pays qui finalement a les moyens de pouvoir faire autrement. Ça ne peut que gronder finalement dans l'opinion. Voilà, on en parlera tout à l'heure, mais je pense que la situation sociale, et d'ailleurs je crois que c'est Karine Olivier qui en avait parlé hier au salon de la construction bas carbone abordable que vous avez d'ailleurs initié, Véronique Bédague, dans lequel elle s'attend au mois de septembre à une grave crise du parc locatif privé, puisqu'il n'a jamais été aussi bas, aussi en tension. C'est historique, moi ça fait 35 ans que je suis dans ce métier, j'ai jamais vu des chiffres aussi bas, il faut vraiment s'en préoccuper. Merci en tout cas de l'avoir signalé. Bruno Magny-Binard, coup de gueule, coup de cœur aujourd'hui ? Un coup de cœur. En fait, je vous emmène à Budapest. À Budapest, qui est la capitale hongroise, il y a un projet d'urbanisme, d'architecture et un projet culturel qui est assez intéressant. C'est que dans leur parc municipal, qui est un peu l'équivalent de notre Bois de Boulogne, un peu plus petit,
alors je ne parle pas hongrois couramment, pardon, mais qui s'appelle Városliget, voilà, qui fait 120 hectares, donc qu'on connaît, que les touristes connaissent parce qu'il y a les fameux bains Széchenyi, les thermes à ciel ouvert là, qui sont magnifiques avec une architecture austro-hongroise. Il y a un joli lac, il y a un château qui est la réplique de celui de Dracula, de Transylvanie. Et puis il y a déjà un musée des Beaux-Arts et un musée d'art contemporain et une place des héros. Ça c'est pour la carte postale touristique. Qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait, il y a eu une décision qui a été financée avec beaucoup d'argent, par certains distros d'ailleurs, pour en faire un quartier des musées, un peu comme ce qu'on a fait avec la Fondation Vuitton au Bois de Bologne. Ça a commencé avec un bâtiment qui est assez rigolo, qui est une maison de la musique, dans laquelle il y a une salle de concert de 320 places, des salles d'exposition, des salles de cours, des salles de classe. Et je ne sais pas si on voit les images, mais comment dirais-je, c'est l'architecte Sou Fujimoto qu'on connaît en France pour notamment l'Arbre Blanc à Montpellier, qui a construit cette maison de la musique. Et là, il a eu une vraie fulgurance. C'est une espèce de champignon magique, magic mushroom, dans lequel il y a qui est troué, dont le chapeau est troué pour laisser passer la lumière. Je vais demander à la régie s'ils peuvent retrouver les images justement de ce château, de ces trucs qu'on va pouvoir diffuser. Voilà, donc ça, en plus c'est un champignon qui fait corps avec la forêt. Donc on est dans le dedans dehors. Il y a des baies vitrées. Enfin, c'est vraiment assez remarquable. Moi, je suis Fujimoto depuis longtemps et là, je dois dire que j'étais vraiment très surpris. Et l'actualité plus récente, c'est un musée ethnographique qui donc suit ce premier bâtiment. Là, on n'est pas dans le dedans-dehors, mais dans le dessus-dessous. On dirait une immense planche de skateboard, et avec un toit jardin qui fait 7000 m², où les gens se promènent dessus. Et donc ça a été fait par un cabinet hongrois qui s'appelle Napur Architecte. Il y a 60% de la structure qui est enfouie dans le sol. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, c'est un lieu de promenade. Ils attendent 300 000 visiteurs par an. Et il y a encore d'autres musées qui vont suivre avec des très grandes signatures. Est-ce que vous y êtes allé? À Budapest, moi j'y suis allé plusieurs fois. Non, mais vous avez pas encore visité. Non, et j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Voilà. Un peu de poésie quand même dans tout ça. Merci Bruno. Merci. Charlotte, un coup de cœur, un coup de gueule. Et ben moi, je remarque que les hommes sont fascinés par l'architecture et nous, les femmes, on est tristes pour les enfants. Et voilà. Moi, je vais rester dans la lignée de Virginie, puisque c'est un coup de blues. Là, il y a eu les épreuves du bac philo. Je pense à tous ces étudiants là qui vont se retrouver à chercher un logement pour la rentrée. On avait déjà eu, il y a quelques semaines de ça, les retours de Parcoursup. Apparemment, c'est de plus en plus compliqué. Ça devient pour les parents, dans certaines villes, un cheval de bataille pendant 3 à 4 mois pour trouver un logement. Je pense à tous ces étudiants parce que je me souviens, moi j'ai eu mon bac en 2003, donc ça commence à dater. Et je me souviens que déjà à l'époque, c'était la galère. Et je me dis, finalement... quand je regarde mes enfants, je me dis que ce sera encore pire pour eux, très probablement. Donc ça m'attriste beaucoup parce que aujourd'hui il y a des jeunes qui ne font pas les études qu'ils ont envisagé de faire juste parce que le logement est trop cher dans telle école. Avec Olivier, avec le maire de La Rochelle. Tu te rappelles, Olivier? Oui, bien sûr. Nous étions avec le maire de La Rochelle qui disait qu'il recevait des jeunes étudiants qui changeaient d'orientation professionnelle, ne pouvant pas venir à La Rochelle. Il nous a cité des étudiants très concrets qui dormaient dans leur voiture, et que la situation était arrivée à un niveau explosif, absolument phénoménal. Et je trouve ça démerdé. Il nous a cité d'autres cas de retraités qui ne pouvaient plus rester dans leur logement ou même en cœur de ville, étaient obligés de s'exiler de leur milieu naturel, de leur environnement, et c'était absolument... Je ne suis pas dramatique. Du tout étonnée. Moi, à l'époque, déjà, j'étais boursière échelon 5, donc l'échelon maximum, et je n'ai pas eu de place en centre, en Crous. Donc, il a fallu payer un logement privé. Ça allait parce que j'étais au Mans, dans une ville moyenne. Mais à Paris, on fait comment quand on n'a pas les parents derrière? Voilà, merci d'avoir participé effectivement à cette revue du Grand Jury. Il est temps maintenant de passer au grand portrait de notre invité. On va aller tout de suite en direct sur l'actualité. C'est le grand sujet. On va parler bien évidemment, dans un premier temps, de la restitution du Conseil national de refondation. Il y a beaucoup à dire pour le volet logement tout de suite après.
Le grand jury de la presse immobilière, le grand sujet. Merci Véronique Bédag d'être avec nous. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau parce que vous n'avez pas ménagé vos efforts. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, vous êtes sur tous les plateaux, sur tous les fronts pour défendre la cause du logement et surtout la cause du logement des Français. Ce que je vous propose en préambule, peut-être pour mettre et resituer les paroles que vous avez prises, on a pris plusieurs périodes depuis quelques semaines, quelques mois où vous êtes sur tous les fronts et je vous demanderai de réagir ensuite, tout de suite après ça, on écoute le reportage. Oui, mais enfin, ça ne va pas donner du logement aux Français, qui est quand même la crise sociale sous-jacente extrêmement forte, la tension dans la société qui est déjà extrêmement forte, c'est quand même très lié au logement. Vous râlez contre Emmanuel Macron qui parle de tout, dites-vous, sauf du logement. Absolument. Je pense qu'il va y avoir un réel effondrement de la maison individuelle. On voit bien que si les prêts sont réduits d'à peu près 40%, on aura un reflux de même ampleur à peu près sur le logement neuf. Donc oui, la crise du logement, c'est un poison lent, mais c'est un poison extrêmement sûr. Pour le coup, je porte au sein de mon entreprise, au sein de Nexity, au fond, cette volonté de construire une ville plus durable. Ce que je dis simplement, c'est que cette loi climat et résilience, je ne suis pas sûre qu'elle ait été parfaitement au clair au début sur ce que ça allait entraîner. On se bat pour la ville durable. Je suis une femme engagée et je suis parfaitement alignée avec les valeurs de mon entreprise et ça, c'est très précieux pour moi et pour mon entreprise. Les investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, institutionnels ou privés, il faut quand même qu'ils aient de la rentabilité quelque part. Si c'est plus rentable aujourd'hui d'aller mettre votre argent sur du livret A que faire de l'immobilier, vous allez tous mettre sur le livret A dans le respect du plafond. Le statut du bailleur privé, moi ça me paraît une réponse un peu de droit commun au fond à ces sujets d'investissement immobilier. Je comprends que dans les groupes de travail du CNR, le sujet est relancé. Olivier Klein lui-même a dit, il l'a déclaré, j'en suis dans une interview au Parisien en disant moi je soutiens l'idée d'un statut du bailleur privé. Je pense que si un ministre s'exprime, c'est que peut-être il y a peut-être une ouverture ou une discussion possible. Mais de nouveau, il faut quand même est-ce qu'on a besoin de logement ou pas dans ce pays ? Ça dépend de quoi on parle. S'il n'y a pas besoin de logement, on va s'occuper d'autre chose. D'abord, je pense que le neuf, ça permet quand même de faire respirer l'ensemble du dispositif. On a peut-être assez de logements, mais moi, c'est juste que j'ai pas de marché locatif là. Donc, il y a quand même un sujet. Il faudrait que le CNR tranche cette question. La crise du logement, c'est d'abord une crise structurelle. Il n'y a pas assez de logements dans les endroits où on en a besoin. Nos concitoyens, tous dans cette salle, vous avez perdu 25% de pouvoir d'achat immobilier. C'est énorme, c'est une pièce en moins. Nous sommes maussade, grognons, peut-être même en colère. Des vrais Français. J'ai dit, c'est minimaliste et en tout cas, c'est imprécis. Ça le reste. Et vraiment, il nous manque des éléments très très forts sur l'accession à la propriété. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, le PTZ, c'est une blague, ce qu'on nous dit là. On ne traite pas bien les jeunes de ce pays. Quand vous êtes jeune aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'avoir accès à la propriété. Mais de quel droit est-ce que nous, notre génération, elle n'aide pas ces jeunes à avoir accès à la propriété ? C'est hyper frustrant. Il y a eu un grand gagnant hier, on s'en est rendu compte ce matin, c'est le ministère des Finances, puisqu'il y a eu quand même 2 milliards d'euros d'économies qui ont été faites dans le CNR d'hier. Donc le déficit se porte mieux. Alors c'est intéressant puisque je vais resituer la prise de parole. La première c'est le 18 janvier 2023 où vous étiez à la commission des affaires économiques du Sénat. Ensuite c'était le 24 avril sur Inter à 7h50 le 24 avril 2023 et enfin sur Quotidien le 6 juin 2023 devant notre ami Barthès. La chose est claire, vous avez clairement annoncé, on va dire plutôt en colère, on est d'accord là-dessus. Est-ce que c'est la montagne qui a accouché d'une souris avec ce caractère très déceptif de la restitution des conclusions du CNR ? Vous espériez plus ? Alors, comme je l'ai dit aussi, malgré tout, il y a des choses qui se sont passées pendant ce CNR. D'abord, moi, je le redis, il faut être honnête, nous avons été reçus longuement par, au fond, les ministres, et à l'Élysée également par le secrétaire général de l'Élysée. Donc, en tout cas, on a eu l'occasion de faire valoir nos convictions. Donc, déjà, ça n'est pas si mal. Donc, je pense que le gouvernement a vraiment travaillé ces sujets-là. On a quand même vu au CNR la Première ministre. Moi, je vous rappelle que ça fait 6 ans que je n'ai pas entendu un Premier ministre parler de politique du logement, quand même. Donc, Elisabeth Borne était là. Elle a dit très clairement, parce que moi j'ai tout noté, on était là, on a découvert le discours en route, donc elle a dit c'est un sujet très important pour nos concitoyens, je prends le sujet à bras-le-corps et ça va être au cœur de ma feuille de route. Franchement, ça commençait bien. Elle était là, elle dit c'est un gros problème, je prends le sujet à bras-le-corps et c'est au cœur de ma politique. Nous, on était vraiment, avec Christophe, on s'est un peu détendu sur le moment. Et donc,
Et donc, il y avait quand même des éléments positifs. Et il y a un vrai intérêt désormais pour le logement intermédiaire. Et je pense que ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est probablement une étape du parcours résidentiel qui manque. Il y avait des crédits qu'on annonçait en haut sur la rénovation des logements sociaux. Il y avait le développement du BRS, qui est quand même quelque chose d'intéressant. Il y avait l'extension de la garantie visale, qui peut quand même aider un certain nombre de jeunes à trouver des locations. Il y avait aussi l'intervention annoncée de la Caisse et puis d'Action Logement, mais qui est une mesure d'urgence, c'est pas du tout structurel. Bon, après, il y a 3 énormes absents. Il y a d'abord le PTZ. Alors, sur le moment, il a fallu le temps qu'on comprenne. Donc, Elisabeth Borne a dit... au fond, le PTZ va être prorogé. On s'est dit, on a gagné et puis dans les zones tendues. Et pas pour les maisons individuelles. On avait à peu près 36 000 communes couvertes par le PTZ. On est à peu près 1000 communes couvertes par le PTZ, uniquement en zone tendue, je vous rassure tout de suite. Je pense que nous avons, avec énergie et enthousiasme, prorogé un ensemble vide. C'est-à-dire que typiquement, on met du PTZ aux endroits où très probablement les plus modestes de nos concitoyens ne pourront pas acheter. Donc ça c'est quand même une vraie frustration. Moi, je pense que le PTZ, c'est quand même une aide aujourd'hui, en ce moment, aux plus modestes, aux jeunes, à avoir accès. Et qui a fait ses preuves. Qui a fait ses preuves. Je sais que c'est coûteux, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui met un peu de souplesse et de respiration dans le système. Dire, il y a plein de communes, vous en citiez tout à l'heure, où c'est fini, quoi. Il n'y a plus de PTZ. Enfin, je trouve ça injuste, je trouve ça dangereux. Mais c'est sorti d'où, ça ? Qui l'a décidé, finalement ? Ça, c'était une surprise, vous l'avez découvert vraiment au moment du discours ? Oui, on nous avait dit, on va proroger le PTZ. Nous, on s'était dit, c'est super. Et puis, on proroge le PTZ. Il y avait eu ce débat. Moi, j'avais dit à Olivier Klein, quand même, le PTZ uniquement en zone dense, vous allez finir par proroger un ensemble vide. Ça crée beaucoup de frustration. C'est pareil pour les maisons individuelles. Dire, on ne finance plus. Il ne peut plus y avoir de PTZ pour les maisons individuelles. Moi, je rappelle quand même que chez Nexity, vous savez, on ne fait pas de maisons individuelles, mais on fait des lots à bâtir. Ce sont nos clients les plus modestes qui achètent ces lots à bâtir et qui construisent des maisons dessus. Voilà. Et donc, de fait, sociologiquement, on dit, les plus modestes, vraiment, il n'y aura pas de PTZ, d'une part, parce que en zone détendue, c'est fini, et en plus, il n'y aura pas de maison individuelle. Donc, je trouve que le choc sociologique de cette annonce est extrêmement violent. C'est pas uniquement un tableau Excel, c'est derrière, voilà ce qui se passe. Donc, il y a eu ce premier sujet. Il y a eu un deuxième sujet qui est quand même très imprécis, qui est c'est super, on a vraiment, il y aura plus de Pinel, c'est la fin du paradis fiscal des investisseurs, c'est ce que le président a écrit dans le challenge, donc ça doit être le fond de sa pensée. Et Elisabeth Borne a quand même dit, mais on voit bien qu'il y a un sujet sur l'investissement locatif et donc on va revoir, on va travailler. Alors je pourrais reprendre mes notes, ce sujet-là. Je ne sais pas ce que ça dit en vrai. Elle n'avait pas l'air de dire on va uniquement traiter les sujets Airbnb. Elle avait l'air de dire il y a un sujet, on va le traiter plus généralement. Donc je ne sais pas moi si cette partie de bailleurs privés qui avait été portée très clairement par Olivier Klein publiquement dans la presse à plusieurs reprises. Et est-ce que c'est ce travail-là qui est en train d'être mené au ministère des Finances, je l'espère pour nous tous. Donc quand même, il y avait une ouverture de la part d'Elisabeth Borne sur ce sujet-là, mais on n'a plus entendu parler de rien. Il y a eu effectivement juste une annonce par Bruno Le Maire disant, on va traiter les sujets d'Airbnb, ce qui n'est pas ce qu'a dit Elisabeth Borne. Bien sûr, bien sûr. Il faut traiter ce sujet d'Airbnb parce que je pense qu'à La Rochelle, ça doit quand même pas être sans lien, mais on va pas matraquer fiscalement. S'il avait dû y avoir une insertion, j'allais dire, de nature à donner un peu d'espoir aux investisseurs sur la possibilité. C'est fin juillet, je pense, le temps que tous les arbitrages soient rendus. Et la question que vous posiez tout à l'heure sur les investisseurs, moi, c'est ce qui me fascine. Moi, j'ai passé mon temps à dire, les investisseurs, c'est très important. Ça crée du marché locatif. C'est clair. Si une partie des Français n'ont pas les moyens, pour l'instant, d'acheter en accession, il faut produire du marché locatif. Et la production du marché locatif, ça intervient parce que finalement, tous les investisseurs sont rationnels. Si votre rendement est beaucoup plus bas que d'autres placements à un moment donné, vous avez tendance à aller sur d'autres placements, même si il y a, vous le savez tous, derrière l'immobilier, plus qu'une idée de rendement. Il y a l'idée de protection, il y a l'idée de préparation de la retraite. Donc, c'est un peu plus complexe que ça. Mais enfin, quand même, le rendement est là. Et il y a quand même l'idée
nous, on a fait des tableaux, on a montré qu'en moyenne, aujourd'hui, avec les taux d'intérêt, etc., on est à peu près 2% de taux de rendement, ce qui n'est quand même pas le paradis fiscal annoncé. C'est clair. Et ça, je pense qu'on n'a pas réussi à convaincre, parce qu'après, on nous annonce comme une immense victoire la fin du Pinel. On a envie de dire, mais enfin, pardonnez-nous, on vous a mis les tableaux sous les yeux, on vous a expliqué ce qui pesait sur la rentabilité, l'IFI, la taxe foncière. Eh ben, à la fin, il n'y a pas de... Est-ce que vous avez reçu des arguments ? C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout ce que les professionnels ont mis en avant, le gouvernement, en tout cas les mesures annoncées par Elisabeth Borne, on a l'impression qu'il y a eu un malin plaisir à faire exactement le contraire de toutes les demandes des professionnels. C'est assez saisissant. Alors, vous faisiez effectivement allusion à cette interview donnée par Emmanuel Macron dans Challenge. Mes confrères qui l'ont interviewé ont pris une question logement, parce que c'était pas forcément dans le brief. Merci. C'était pas forcément... Enfin, non. Pas évident. Et c'était pas une question forcément à laquelle il avait envie de répondre. Et effectivement, quand on a vu arriver... Enfin, quand j'ai vu, moi, arriver la restitution de la réponse... Bon, bah, vous vous dites, ok, ça n'a pas bougé d'un cheveu. Visiblement, la question ne lui faisait pas très plaisir, parce que c'était pas un bilan très positif qu'il avait à mettre en avant. Et il était encore moins content, d'ailleurs, puisque l'interview a été faite le lendemain de la dégradation de la note de la France. Mais après, fermer la parenthèse Emmanuel Macron... Quels arguments sont mis en avant par le gouvernement pour dire on prend telle et telle mesure ? On supprime effectivement le secteur de la maison individuelle, dont on sait qu'il est moins cher de faire construire une maison que d'acheter un appartement. Voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent... Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre quels sont leurs arguments pour prendre ce genre de décision. Donc, on se dit peut-être que vous en avez entendu certains, mais nous, non. Pas nous non plus, en fait. C'est une excellente question que vous posez, parce que c'est honnêtement une question que Christophe et moi, on s'est posée toute la semaine qui a suivi. Parce que vraiment, il y a eu des rendez-vous dans des bureaux de ministres avec Elisabeth Borne. On est allé jusqu'au bout des sujets. Enfin, elle nous a accordé ce temps et elle connaît ces sujets-là. Elle était directrice de l'urbanisme à la Ville de Paris. Elle a dirigé Adoma. Enfin, c'est quelqu'un qui a voilà, elle sait ce que ça veut dire. Et donc, on a eu de vraies discussions. Et je pense que peut-être l'impatience, la fatigue, ou peut-être le petit soupçon de colère qui monte de temps en temps, c'est qu'on se dit, mais en fait, on a discuté, et vraiment avec Christophe, on a mis des fiches sur la table, on a montré de quoi étaient composées, au fond, les charges qui pesaient sur l'investissement locatif. Jamais personne nous a rappelé en disant, ton tableau est faux. Ce qui m'aurait, à la limite, moi, ça me va très bien. C'est bien ce que tu nous as donné, le tableau est faux, on n'est pas d'accord. Idem sur, quand même, on va parler de tous les sujets, la marge des promoteurs, l'imagination n'ayant pas de limite, on nous imagine ayant des marges de l'ordre de Hermès, quoi, je pense à peu près, à 25. Non mais voilà, je vous le souhaite. Et les résultats d'Hermès, je vous le souhaite. Non mais vous savez bien que c'est pas donc ça veut dire pas quelque ça, part. et donc. Nous, on est même arrivé, moi j'ai sorti des documents officiels avec toutes les marges du CAC 40, du SBF 120. On voit bien qu'en 22, on était aux alentours de 6, 7, 8. Vous savez bien qu'on n'est plus là. Donc, je ne sais pas, on avait l'impression d'avoir produit ce qu'il fallait, etc. Et à la fin, on se retrouve, c'est comme si on avait passé 1h30, et vraiment la discussion a lieu. Et dans la décision finale, on se dit, mais en fait, il ne s'est rien passé pendant la réunion. Ça n'a pas changé les idées préconçues qui étaient sur la table, qui est l'investissement en logement. D'abord, vous avez dit quoi ? On sait qu'il y a des difficultés, mais partageons-le, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde concède qu'il y ait des difficultés, quand même. Il y a ce premier sujet. Certains pensent que, en fait, tout va bien, on a plein de logements. Si ça n'allait pas, il y a plus de logements vacants, on pourrait peut-être supprimer les résidences secondaires, tout ça va se régler. Voilà. Bon, c'est pas la vie quotidienne des Français quand même, ou des patrons, des grands patrons qui disent mais où je vais loger, parce que ce qu'a dit Ruth Bézieux, il a dit nous on constate que tous les ans, la distance entre le lieu de travail et le logement s'étire. Absolument. Et moi j'ai pu voir des grands patrons d'entreprises publiques d'Île-de-France, c'est leur problème majeur.
Quand vous avez des services qui commencent dans le 92 et qu'aucun des salariés ne vit dans le 92, c'est quand même un sujet. Enfin, il faut le temps qu'ils arrivent. C'est très fragilisant pour le service public. Donc déjà, moi, je pense que c'est tellement évident pour moi qu'il y a un problème. Je le vis tous les jours, partout, dans nos agences, dans nos résidences étudiantes, dans nos résidences pour personnes. Je le vis tous les jours. C'est la pression du quotidien et du terrain. Donc pour moi, c'est évident qu'il y a quelque chose. Vous me dites, il y a quelque chose, je suis ravie que vous me le disiez, parce qu'il y a eu des moments, je me suis dit, mais en fait, on ne vit pas dans le même monde. Et puis, oui, je ne sais pas comment dire ça, je ne sais pas, nos arguments n'ont pas porté, je vous assure, vraiment, Christophe et moi, on ne s'est pas économisé, on a rédigé des fiches, on a remis des documents officiels. Vous savez, il y a toujours cette idée, c'est un secteur suraidé, puis on monte les comptes du logement au début du mandat d'Emmanuel Macron. C'est pas dans Challenge que le président... non, il a parlé de paradis fiscal. Ça, c'était, à mon avis, le Pinel. Où il dit que les aides n'ont produit que de l'inefficacité. Non, mais moi, le maire. Mais moi, je veux bien qu'on réduise, on mette à zéro, mettons à zéro toutes les aides et supprimons toutes les taxations. Puis on va être tout à fait bien. Véronique Bédag, donc ça veut dire, en fait, vous n'êtes pas résigné. Il peut y avoir quelque chose, il faut continuer. Vous dites, c'est possible, même qu'on ait un investissement. On n'a pas le choix. Moi, je considère que, voilà, Christophe et moi considérons qu'on est allé jusqu'au bout de ce qu'on avait à faire pour le CNR. On a pris une position publique au titre de la co-animation des CNR. Maintenant, on va retrouver un mode de fonctionnement plus normal. En ce qui me concerne, c'est la FPI, c'est Pascal Boulanger qui vont porter avec notre aide ce qu'ils ont apporté auprès des parlementaires. Voilà. Moi, je sors un peu de ce rôle. Vous êtes revenu à la FPI ? Non, pas encore, mais sur toute cette période, j'ai beaucoup travaillé avec Pascal Boulanger. On a échangé quasiment tous les jours pour être complètement alignés. Enfin, on n'a pas de désalignement sur tous ces sujets-là, et on a travaillé vraiment en étroite coopération et articulation. Vous avez cité Christophe Robert, qui fait un travail remarquable, vraiment un travail remarquable. C'est un vrai lanceur d'alerte. Juste les mots, Charlotte, il a dit « J'ai l'impression d'être partagé entre gueule de bois et un peu d'espoir », mais pas beaucoup. Ah oui, le matin, Ouais. Je me permets de faire une petite intervention par rapport à ce qui vient de se dire, notamment sur la maison individuelle. Alors même si j'entends en fait les arguments qui sont avancés par les professionnels de l'immobilier, et notamment le fait que la cible de ce type de biens, ce sont des ménages modestes, je peux pas m'empêcher de penser que depuis que le ministère du Logement est sous la houlette du ministère de l'Écologie, et avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, notamment pour éviter le mitage territorial, je pense à la ZAN, je pense que la maison individuelle, pour eux, n'est clairement pas l'avenir du logement. Ah mais là, elle est interdite. Enfin, quasiment. Enfin, oui, c'est ça que ça dit. Je suis un peu caricaturale, je pousse un peu le trait. C'est une interdiction qui ne dit pas son nom. Oui, je pense que c'est une interdiction qui ne dit pas son nom. Moi, je pense honnêtement, il suffisait de laisser faire l'effet du ZAN et des maires, leur laisser prendre les responsabilités. On voit bien, nous, que ces produits-là commencent à se densifier. Enfin, est-ce que c'était vraiment indispensable de dire en plus aux gens, pas de PTZ. Enfin, je trouve que c'est trop. Est-ce que vous avez chiffré aussi les conséquences ? Donc là, on va réduire, je sais pas, peut-être de 40%. Ou je n'ai pas d'estimation, je n'ai pas réfléchi à ça, mais d'accord, la maison est réduite à zéro. Est-ce que vous avez aussi, par le biais, on sait que quand un promoteur lance un projet, il y a aussi une part de logement social qui va être construite. Vous soulignez... C'est un tiers. Donc au final, c'est combien de logements sociaux en moins, par exemple ? Donc et c'est combien aussi, à peu près, moi je chiffre à une 50aine de milliers, mais de logements locatifs en moins, de biens à la location en moins. Est-ce que, qu'est-ce que vous avez comme anticipation sur ces projections ? Honnêtement, c'est encore un peu tôt. Moi, je pense qu'il n'est pas impossible, mais franchement, pour l'instant, c'est une discussion qu'on a avec Pascal assez souvent. On a quand même du mal à projeter qu'est-ce qui se passe. Moi, je n'arrive pas à croire que la situation va rester en l'état. Je pense que ça se tend tellement que quand même quelqu'un va bien finir par s'en apercevoir. Enfin, je ne sais pas, mais quand même. Mais moi, je pense qu'on serait capable, je crois, de descendre en dessous de 200 000 au rythme où on va. Parce qu'on entendait des chiffres circuler. On entendait des chiffres circuler par certains économistes, passer du Trésor à la Banque de France sur il faut pas plus de 200 à 300 000 logements. Oui, c'est ça. Chez Nexity, vous êtes bloqué. Combien de programmes ne sortent pas de terre pour des raisons économiques ou pour des recours ? Si vous avez en tête
un pourcentage là-dessus? Non, parce que pour l'instant, c'est ongoing, hein, c'est-à-dire que vraiment, on retravaille chacun des projets, donc on est en cours mais ça fait 1 an qu'on fait ça, on retravaille, on change la programmation, on renégocie ce qu'on peut renégocier, donc tout est vraiment en route. Mais clairement, on ralentit certains programmes, ça je suis d'accord. Et en prolongement, juste sur le terrain, on le voit notamment avec Sylvain, on parle aussi beaucoup des maires bâtisseurs. Alors on voit le label bâtiment frugal à Bordeaux, il y a construction et citoyenneté à Rennes, qualité de la construction à Nancy, bâtir ensemble la ville à Nice, il y en a à Tours, il y en a à Aix, il y a des chartes en fait sur la construction, de construire différemment, qui n'ont pas de valeur légale, mais qui sont en fait un accord. Qui s'impose de fait. Non, mais c'est un accord entre les collectivités, les promoteurs immobiliers, les bailleurs sociaux, sur place, les architectes et tout ça. Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens, ou comment vous le vivez en fait, ces chartes locales de construction? J'ai du mal à faire encore on n'a jamais fait l'analyse de la somme des contraintes supplémentaires que ça représentait. En fait, mes équipes sur le terrain, elles la prennent. Je me dis que quand même, si on faisait une analyse de toutes ces chartes, il n'est pas impossible que quand même, on nous demande d'être beaucoup plus productif, ça coûte moins cher, industrialiser. Mais enfin, comment voulez-vous que j'industrialise? Mais je suis absolument d'accord, parce que souvent, on s'est fait d'ailleurs avec toi la réflexion, ils y vont tous de leur propre charte. Comme si finalement il y avait des spécificités. Mais ce que j'avais du mal à comprendre, et c'est les questions qu'on posait aux maires, c'est que ils sont invariables sur le prix de sortie. Ah oui, bien sûr. En fait, il y a une imposition, comme si finalement il y avait une extension, une élasticité financière chez le promoteur, qui fait qu'à un moment donné, ça devient normal de produire au-delà, avec des écarts quand même de 20 à 25%. Et c'est là qu'on a compris d'ailleurs les injonctions, j'allais dire électorales, que subissent les maires. On voit bien que là, il y a un peu une limite de l'exercice dans l'aménagement du territoire. Parce que ces promoteurs... Quelles que soient les couleurs politiques. Les promoteurs qui ont signé les chartes, ils nous l'ont dit. On l'a signé par pure obligation. Pas tous. Non, mais non. Alors, pas tous, mais certains l'ont signé parce qu'ils voulaient bosser. Non, mais voilà. Oui, puis je pense qu'elles sont de nature très différente. Oui. Et je pense que pour le coup, on disait en sortie de CNR, le grand absent quand même, c'est la collectivité territoriale. Oui. Alors, Elisabeth Borne a dit, on va demander au préfet dans les zones denses d'aller regarder avec les responsables locaux l'écart, j'imagine, entre ce qu'on avait prévu dans les PLH. Je n'ai pas très bien compris quel était le point de départ et puis ce qui se fait vraiment. Et puis on va commencer à avoir des discussions. Ça, je pense que ça n'est pas inutile. Mais vraiment, nous, on avait dit, il faut quand même se reposer la question de savoir quel est le rôle de l'État, quel est le rôle des collectivités, éviter les délégations poubelles où hop, on ne s'en sort pas et hop, on envoie ça sur les maires. Il y a eu un beau travail vraiment du CNR sur ces sujets de qu'est-ce qu'il faut laisser au centre, qu'est-ce qu'il faut mettre. Et puis, malgré tout, je pense que ce sujet de logement passe par quand même une réflexion sur les recettes des collectivités territoriales. Là, on est parti dans un truc, un cercle vicieux parfait, où les collectivités territoriales n'ont plus, au fond, vraiment à leurs mains, à leur décision, que le taux de la taxe foncière. Comment vous dire Oui, c'est très clair. Bruno, tu voulais intervenir sur le sujet. Oui, enfin, je comprends votre déception, votre frustration par rapport à cette commission là, qui a accouché un peu d'une souris, tu le disais tout à l'heure. En même temps, il ne faut pas être trop surpris. Moi, j'ai mémoire la commission Attali, le travail qu'avait fait aussi Guillaume Poitrinal sur la simplification, etc. On peut parler du rapport Rebsamen sans aller aussi loin. On est quand même un pays champion de ce genre de choses. Champion du rapport. Moi, ce que je voulais vous demander, c'est que finalement, est-ce que vous ne croyez pas, alors c'est un peu provocateur, parce que je sais que vous avez une communication qui ne va pas dans ce sens-là, mais est-ce que vous parliez tout à l'heure de choc sociologique, est-ce que vous ne croyez pas qu'il n'y a pas aussi un choc écologique et qu'on n'est pas allé trop loin sur cette volonté de ne plus artificialiser les sols, en tout cas, c'est la formule consacrée, de vouloir que tous les logements soient vertueux thermiquement, etc. Et j'en passe, avec des permis de construire qui ne se délivrent plus. Et au final, des gens parce que c'est plus cher de se loger dans des zones qui sont un peu moins loin, ou avec des normes, c'est plus cher pour les constructeurs, c'est plus cher au final pour les occupants, et puis du coup des gens qui n'y vont pas.
Alors moi, vous connaissez mes convictions. Je pense qu'on n'a pas le choix. C'est une vraie conviction, il faut y aller. Donc moi, moi j'ai près de 60 ans. Je pense vraiment au monde que je vais laisser à mes 2 enfants. Je me sens responsable, et d'ailleurs ils me le font sentir, de ce qu'on a fait. Donc vous ne me verrez jamais dire on s'en fout, roule ma poule, ça ira très bien comme ça. Non, je pense qu'il faut qu'on se batte, et on se bat tous. Honnêtement, hier, Sylvain, tu étais là, on a eu notre salon bas carbone, à la fois pour la rénovation et pour la construction. Franchement, le secteur est super engagé, ça fait vraiment plaisir à voir. Les constructeurs... Au-delà des clivages, des dômes... Oui, c'est extrêmement intéressant. Et moi, je suis convaincue qu'un monde qui est plus respectueux du déjà là, qui est plus dans le dialogue avec le monde dans lequel on est, je pense que c'est un monde meilleur. Donc je n'ai aucun état d'âme. L'état d'âme que j'ai, c'est prendre des décisions sans avoir mesuré les effets et sans faire de planification, c'est mortel. Voilà. Et donc, moi, sur l'ARE 2020, je me souviens, j'avais écrit à Emmanuel Vargon en disant « faut y aller, nous on est prêts, on y travaille, on était en avance, il faut y aller, il n'y a pas... » En revanche, sur la loi climat et résilience, j'avais dit quand même, est-ce que vous avez mesuré ça correspond à quoi? Quel type de stock? Bon, elle m'avait dit, mais sur toi, ça donne quoi? Bon, moi, ce que je gère en syndic, il y a beaucoup de neufs, donc je ne suis pas représentative du stock. Quand on voit qu'après le vote de la loi climat et résilience, donc quasiment 2 ans après, Valérie Pécresse se dit, et moi, ça veut dire quoi sur l'Île-de-France? L'Institut d'urbanisme de l'Île-de-France, qui fait un travail remarquable, dit, en fait, de mémoire, je crois que c'est 45% des logements qui sont loués aujourd'hui dans le privé en Île-de-France sont touchés par cette réglementation. La moitié. Mais on va faire comment? Mais je pense que là, pour le coup, c'est un sujet qu'Elisabeth Borne a bien en tête. Je pense que le travail qui est fait à Matignon de planification, il n'y aura pas au fond de basculement dans un monde plus écologique si on ne réfléchit pas à planification. Sinon, on va écraser une partie de nos concitoyens. Il faut savoir ce qu'on fait. Et puis, grosso modo, je pense qu'on pouvait peut-être accepter d'alléger peut-être certaines normes qu'on nous impose aujourd'hui pour peut-être il y a peut-être des choses à retravailler avant de travailler. Alors justement, à l'heure du télétravail qui a pris un essor phénoménal, si on prend des logements neufs, est-ce qu'on pourrait pas adapter certaines réglementations? Je pense à la réglementation PMR. Les gens parfois disent mais où est le salon? Avec une salle de bain qui est aussi grande que la cuisine, etc. Est-ce que ça pourrait pas être sur certains je remets pas en cause le bien fondé de l'accessibilité, mais est-ce que ça pourrait pas être uniquement sur certains appartements dans un programme? Non, parce qu'il faut qu'on puisse tous vieillir chez nous maintenant. On finira tous en fauteuil à la maison. Et aussi, on parle beaucoup d'écologie. Elle a vraiment un coup de blues, Et on parle beaucoup d'écologie. Il y a une question qui m'intéresserait aussi à laquelle vous puissiez répondre, c'est avec ce télétravail, on passe plus de temps à domicile. Est-ce que vous avez dans vos programmes un peu changé la façon de les concevoir avec, bien sûr, si on peut prendre les extérieurs, j'imagine que c'est dans le cahier des charges, mais pour le fait d'avoir un bureau ou des choses modulables. Je dis ça parce que dans le dossier du point, dossier immobilier qui sort aujourd'hui, on donne beaucoup de pistes comme ça sur comment faire avec autant de mètres carrés si justement on ne peut pas accéder à la propriété pour optimiser son logement. Oui, évidemment, c'est-à-dire que je pense qu'autrefois on ne se disait pas, on fait finalement où on met le bureau. Là, je pense que cette question se pose. Ça s'est traduit, par exemple, par plus de prise de courant. Ça, c'est un truc qui a été assez immédiat. Il y a des endroits, si vous voulez pouvoir travailler avec votre ordi, il ne faut pas mettre une rallonge qui aille jusqu'à la lampe de chevet, par exemple. On a utilisé davantage des endroits qui étaient peut-être un peu délaissés. Je pense qu'il y a un peu de travail à faire aussi sur le mobilier. Ça, on est en train de regarder une start-up qui regarde le mobilier, etc. Moi, je pense aussi qu'il faut nous laisser peut-être un peu de liberté. Vous savez, le Pinel Plus, qui pour moi a été un monument de technocratie, où on vous dit de combien de mètres carrés sont chacune des pièces et chaque balcon, etc. Là, une fois que vous avez fait ça, déjà, vous êtes bien. Les coûts, c'est plus grand, les coûts ont augmenté. Vous n'êtes pas en train de créer des espaces supplémentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que il faut aussi qu'on accepte... Alors,
plus de liberté et de créativité. Moi, j'ai vu certaines équipes dans certaines zones créer des choses qui étaient entre le studio et le T2, mais justement pour avoir cet espace de bureau, en fait. Bon, mais si tout est réglementé, moi déjà, je fais ce qu'on me demande, c'est cher, je vais rien faire de plus. Ouais, c'est clair. C'est très très clair. Charlotte, j'aimerais qu'on fasse le point justement techniquement de ce qui a été dit finalement dans le CNR. Notamment, on va parler du plan logement, parler de tous ces éléments-là très concrets pour bien situer finalement ce qui amène aujourd'hui cette colère collective, puisque une chose est sûre, c'est que les annonces qui ont été faites par Elisabeth Borne ont mis en relief l'inefficacité, on va dire, ministérielle d'Olivier Klein. Pour moi, c'est un désaveu absolu, c'est incroyable, qu'il se soit d'ailleurs même exprimé par rapport à ça. D'ailleurs, certains collègues, anciens élus locaux, enfin des locaux qui le sont toujours, mais lui, il l'était à Clichy, se sont dit, mais que diable allait-il faire dans cette galère? On peut se poser décemment la question. Résultat, Charlotte. Je les ai pas tous en tête, mais il y a eu le doublement du nombre de bénéficiaires Visa, le plan logement d'abord, l'encouragement du BRS, des mesures pour booster la rénovation thermique, le développement, comme on le disait tout à l'heure, du logement intermédiaire, qui est une bonne chose, le renforcement du dialogue entre l'État et les villes denses. Et une petite question d'ailleurs. Et le rachat d'ailleurs de 50 000 logements par CDC Habitat, c'est ça? C'est Action Logement. Oui, par Action Logement. Mais on ne sait pas combien il faisait en rythme de croisière, donc c'est quand même un sujet. Mais... Oui. Et une petite question, parce qu'il y a quelque chose qui semble avoir fait consensus au niveau du CNR, c'est le fait que c'est la question d'encadrer les prix du foncier. En tout cas, je pense que c'est un... Prix et fiscalité du foncier. Oui, enfin, l'idée, c'est qu'il faut quand même... il est compliqué de savoir quelles mesures il faut prendre, mais en tout cas, je pense que vu, au fond, l'ampleur qu'a pris le prix du foncier dans le prix des logements, dans une zone d'ours, on est à peu près à la moitié. En moyenne, chez nous, c'est à peu près 20%, mais nous, vous le savez, on travaille France entière. L'idée que, au moins, on commence à regarder les évolutions des prix des fonciers, qu'on ait des mesures où, effectivement, il y a des fois, il faut le dire, quand même, des terrains publics où on est mis en concurrence. Et donc, du coup, forcément, ça entraîne des surenchères. Et effectivement, il y avait des équipes du CNR qui étaient vraiment très, très engagées sur l'idée, maintenant, il faut arrêter, il faut contrôler les prix du foncier. Moi, je vois le démarche, je ne sais pas comment on fait. Comme vous le savez, c'est notre métier. Le prix du foncier, ça ne vaut que ce que vous faites dessus. Et donc, le prix du foncier ne vaut que le projet qu'on peut avoir. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à réfléchir autour du prix du foncier. Au moins, regarder comment il évolue. Peut-être avoir les moyens quand même de poser des questions sur les choses les plus... Parce que quand même, tous les gens... Enfin, on me dit, Véronique, ne t'inquiète pas, le prix du foncier va baisser. Alors ça, c'est un vrai problème économique intéressant. Est-ce que le prix du foncier, qui est un bien rare, qui va devenir de plus en plus rare, est-ce que le prix du foncier, en bien rare, de plus en plus rare, baisse? Moi, je pense que ça baissera pas. C'est une bonne question. Certains me disent non mais attends, le prix du foncier va baisser. Donc moi je ne sais pas. C'est un problème économique intéressant. C'est pareil sur le prix du logement. Est-ce que parce qu'à chaque fois on dit pourquoi il n'y a pas de logement abordable? Est-ce qu'il y a des nouveaux modèles économiques, même vos métiers? On a l'impression que ça change. On parle de plus en plus de réhabilitation, de rénover l'existant, de faire du recyclage urbain, de nouveaux modes constructifs. On a tous ces nouveaux. Vos métiers, vos modèles économiques sont complètement bouleversé. Enfin, c'est le sentiment, en tout cas, que j'ai. Absolument. Depuis déjà des années. C'est-à-dire que la réhabilitation... mais là, on a l'impression que ça s'est accéléré. Oui, bien sûr. Mais de nouveau, la réhabilitation, c'est facile à faire. Ça dépend du prix du foncier. Ça dépend du prix initial. Moi, je peux toujours rénover. Il faut juste que je puisse vendre quand je rénove. Et donc, tout dépend du prix du foncier. Le prix du foncier est un élément absolument déterminant parce que quand même, les prix des travaux, on ne voit pas qu'ils vont baisser. Enfin, les salaires vont pas baisser, les intrants vont pas baisser, je pense. Donc, je rappelle que la marge des promoteurs n'est pas à 25%, au cas où il y aurait encore des doutes ou des fantasmes. On doit être autour de 5-6 aujourd'hui. Et donc, je ne vois pas... nous, ce qu'on cherche, mais Sylvain l'a vu hier, on se dit il faut quand même industrialiser. Ça, c'est l'industrialisation, normalement, dans tous les métiers, à apporter
une baisse des prix. Donc nous, on se lance dessus. On est en train de regarder on est en train de regarder donc un opérateur qui est vraiment venu de la tech et de la data, qui est capable de produire du modulaire. Vraiment, c'était très beau, Sylvain hier. Incroyable. Y compris extérieurement. Enfin, c'est vraiment. Ils ont recréé un T2 à l'intérieur du dispositif. On entend. Mais c'est de la construction hors site. C'est de la construction en site. C'est nickel en termes forcément de services après-vente parce que ça a une qualité industrielle. C'est 2 mois de chantier, ce qui quand même aide beaucoup à l'acceptation Bon, je peux pas faire ça partout, je peux pas faire ça dans une dent creuse, mais vraiment, il y a des endroits où on peut le faire. Honnêtement, je vous emmènerai voir un bâtiment comme on les fait aujourd'hui. J'ai aucune chance, comme disait Véronique, c'est du modulaire. Vous ne le verriez pas. Et la veille, on a fait venir un maire. On voulait voir sa réaction. Il m'a dit, mais moi, je le veux, en fait. Quel maire? C'est un maire. Non, on s'est dit, voilà, il a dit, moi je veux bien, ça m'intéresse vraiment. Les 2 mois, pour moi, c'est beaucoup plus facile, un chantier super propre, etc. Mais je veux voir. On a dit, ben voilà, venez voir. Il a dit, ok, c'est bon, je veux ça pour moi. Donc là, je pense, c'est le début de l'histoire. Hein. Mais là, je pense, nous, tout de suite, on peut gagner, je pense, quelques pourcentages. Ce qui est génial dans ce que vous dites et ce que j'ai vu très concrètement hier, c'est que ça joint finalement 2 contraintes. Des contraintes qu'on oppose souvent, c'est le pouvoir d'achat, le coût et l'impact environnemental, avec notamment, par exemple, les problèmes d'acceptation des chantiers sur le terrain, des problèmes de logistique. Et en réalité, c'est vertueux des 2 côtés. C'est-à-dire que c'est bon pour le portefeuille parce que clairement, il y a un impact sur le pouvoir d'achat qui est sans appel. Vraiment sans appel. C'est ça qui est impressionnant. On peut vraiment le voir pour le croire. Et en même temps, effectivement, c'est bon pour la planète parce que on incite les Français. On le disait d'ailleurs à la conférence d'hier. On incite les Français à faire les travaux de rénovation énergétique. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. En même temps, on ne peut que comprendre que des personnes âgées n'aient pas les moyens, que des foyers qui sont déjà à l'os en termes de charges et de mesures contraintes ne puissent pas entamer les travaux. Et ce produit-là, Sylvain, c'est RE 2020. 2031. Donc c'est vraiment en bas carbone extrêmement élevé. Donc il y a des chemins. Enfin franchement, moi c'est ultra positif. On peut avoir des coups de blues et j'en ai quelque part de temps en temps. Mais franchement, le salon qu'on a eu hier avec tous ceux qui est autour de nous, je pense que le rapport avec notre écosystème a changé. Par exemple, on avait autrefois des fournisseurs qui faisaient des choses. Aujourd'hui, nous, ce salon-là, on le construit vraiment avec des partenaires et on ne fait pas que leur acheter des choses. Ils travaillent avec nous. Ils entendent ce dont on a besoin. Ils sont en train de travailler avec nous sur la rénovation. Hier, on avait évidemment toutes les équipes techniques du logement neuf, mais j'avais aussi toutes les équipes techniques des syndics et de la gérance qui sont venus voir. Comment vous aviez aussi les investisseurs institutionnels qui étaient là. Vous avez Anne-Sophie Grave qui était présente, président du directoire de CDC Habitat, et Fabrice Lombardo de Swiss Life. Non, mais c'est... Mais ce qui est super, c'est que c'est la France quand même les écoles françaises qui produisent a priori à travers le monde le plus de prix Nobel. Et en fait, on est dans l'urgence, donc il va falloir que les Français réfléchissent et vite à trouver des solutions pour tous ces problèmes environnementaux. L'impression que j'ai eue hier, en tant que journaliste et qu'observateur finalement de cette sphère immobilière, c'est que toutes les solutions étaient là. Et en fait, je me suis dit... Pas tout encore en rénovation. En rénovation, c'est... Mais tous les ans, il se passe des choses. C'est la 2e année qu'on le fait. Mais la trajectoire, elle est extrêmement bien définie. Et vous avez souligné, et c'est vrai, l'engagement des industriels à avoir une pensée collective. Vous avez rendu poreux des disciplines qui ne se parlaient pas. Et je crois que votre salon a cette vertu, c'est de faire se rencontrer des disciplines qui ne se rencontraient pas. Et il y a un vrai engagement, on est toujours plus fort quand on est ensemble. Et vraiment, hier, moi, ça m'a... Voilà, je me suis dit, bon, il y a quand même des solutions. J'étais vraiment très fière de ce modulaire qu'on a présenté à tout le monde. Enfin, vraiment, on est en train de se battre pour est-ce que votre prochain cheval de bataille, par contre, ça ne va pas être le projet de loi de finances 2024 ? Puisque c'est quand même le moment aussi où la profession peut peser sur des mesures favorables aux ménages. Enfin, c'est aussi des textes, le prêt à taux zéro, le statut du bailleur. Je pense que les fédérations ont commencé ce travail. Là, pour le coup, les fédérations sont au Parlement, elles ont commencé ce travail. Je pense que, honnêtement, pour tous les parlementaires, les travaux du CNR sont disponibles. Il y a eu un gros boulot. On peut ne pas être d'accord avec toutes les solutions. Franchement, c'était très agréable le CNR en fait. Non mais je tiens à le dire. Oui, parce qu'au fond, c'était un travail collectif. On a vu arriver Si le CNR avait une vertu, au moins il a eu celui-là.
Je pense que la réaction de Christophe le lendemain matin, c'était de me dire, au fond, Véronique, il y avait une telle force, il y avait tellement d'acteurs engagés. Et c'était très impressionnant. Ça fait 7 ans que moi, je suis dans ce secteur-là. Il y a des gens que j'ai découverts, des gens engagés. Enfin, et tout le monde était même prêt à trouver des compromis. Vous imaginez, là, au point de consensus, nous en étions pour faire avancer les choses. On était même capable de présenter plusieurs solutions en disant, on ne sait pas quelle est la meilleure, mais il faut vraiment y aller. Et quel dommage, au fond, de ne pas avoir utilisé cette force. C'est une société civile engagée. Vous connaissez le secteur du logement comme moi. Les gens sont passionnés. Il y a une sorte d'énergie. C'est un secteur qui se transforme, qui vraiment travaille. Quel dommage, au fond. Quel dommage. Et alors, le temps file. Il faut qu'on passe aussi à un autre sujet. Je voudrais qu'on évoque le sujet du taux d'usure, mais aussi les sujets de la rénovation énergétique dans le melting pot de l'immobilier, justement. Clairement, le taux d'usure et les atermoiements, comme je reprendrai les termes de mon amie Virginie tout à l'heure, les atermoiements du HCSF, moi je vous le dis, sont inexplicables, mais j'ai pas la réputation d'être forcément très modéré. J'aimerais qu'on reparle et qu'on resitue un peu les choses. On a l'impression, Virginie, que le gouvernement n'a pas l'intention finalement d'infléchir les décisions du HCSF. Bref, on restera toujours sur cette norme d'emprunt et du taux d'usure notamment. Oui, non mais je pense que pour l'instant la question, elle n'est pas au niveau du HCSF. La question, elle est au niveau du coût de refinancement des banques. On n'est pas encore... Il y a eu encore un petit tour de vis de la BCE, plus 0,25%. Donc, tant les OAT restent stables à peu près 3%. L'usure révisée mensuellement jusqu'à la fin de l'année, puisque ça a été prolongé. Ce micro-assouplissement de rien du tout pour les investisseurs locatifs, passer de 4 à 6% de la production globale, c'est quelques dizaines de milliers d'opérations, mais c'est peanuts. Le problème, c'est pas les contraintes d'endettement ou autres. Enfin, là, ça, c'est vraiment, pour moi, secondaire. Ça joue, j'entends, mais tant que les banques ne seront pas à l'aise pour prêter avec la marge qui leur convient, qui couvre le risque qui leur convient, HCSF ou pas, il ne se passera rien. Donc on voit bien qu'on en est là. Donc il n'y aura pas franchement... le HCSF, c'est un peu se tromper cheval de bataille. Alors que se passait-il avant, alors, à ce moment-là ? Comment ça, que se passait-il quand on était sur des politiques de taux bas, oui. Est-ce que finalement les banques ne faisaient pas face aux mêmes difficultés ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a sauf que les taux de dépôt étaient à zéro. Les banques étaient beaucoup moins regardantes. Maintenant, ce qui a changé aussi, c'est qu'elles regardent non seulement la capacité de financement, mais aussi elles demandent le type de bien. Oui. Les déplacements, elles posent des questions qu'elles ne posaient pas avant. Ça a complètement changé. La seule bonne nouvelle, moi je trouve, pour les primo-accédants, on parlait des nouvelles générations pour l'instant, c'est la baisse des prix de l'immobilier. Il était temps. Depuis, ça a quand même doublé, les prix ont doublé. Oui, c'est clair. Non, mais c'est quand même très important parce que certains ne s'en réjouissent pas. Mais si vous n'avez pas de donation, si vous n'avez pas d'apport personnel, si vous n'avez pas le coup de pouce des parents, comment vous faites ? Mais de toute façon, tous les marchés immobiliers, et je pense que Véronique Bédag le confirmera, que ce soit le bureau, le commerce, la logistique, le résidentiel, sous toutes ses formes et toutes ses déclinaisons, on a vécu presque une décennie de liquidité à tout va. Bon, il y avait de l'argent pour tout financer. Effectivement, les banques étaient moins garantantes, mais le niveau de risque était relativement modéré et surtout le coût était limité. On n'est plus du tout dans ce contexte. Effectivement, le changement est super brutal en 18 mois. C'est 4 fois plus cher. Donc les baisses de capacité d'endettement pour les ménages, elles sont très dures. Et encore plus parce qu'on a mis, effectivement, ces limites HCSF. Mais c'est tout un contexte qui a changé. Alors, pour conclure, il y a ce sujet, je voudrais que vous réagissiez bien évidemment sur ce sujet, mais je voudrais qu'on ne se quitte pas avant la météo de l'IMO, aussi sur le sujet de MaPrimeRénov' et du coût de la rénovation énergétique, qui est un vrai sujet. Véronique Bédag, une réaction sur ce qui a été dit. Sur les prix de l'immobilier, moi je dis quand même depuis un moment que de toute façon les prix de l'immobilier dans l'ancien vont baisser de façon relativement mécanique à cause de l'envoi sur le marché des passoires thermiques qu'on ne doit plus louer. Moi, je vous rappelle que aujourd'hui, quand vous mettez en vente un bien considéré comme passoire thermique, les abattements de prix, alors ça dépend, la localisation reste très très importante, ça dépend, enfin on est entre 5 et 15% quand même. Ouais. Et donc ça, effectivement, ne serait-ce que l'entrée sur le marché de ces biens décotés, ça va faire mécaniquement baisser un peu le marché. En même temps, chez moi on dit, quand tu as un bien très bien localisé, les baisses des prix ne sont pas astronomiques. Hein. C'est clair. De nouveau, on est dans un marché où il n'y a pas assez d'offres. Vous imaginez bien que quelqu'un qui est propriétaire aujourd'hui,
même je pense, il pensait au fond vendre et racheter, il réfléchit 3 minutes à abandonner un prêt à 1% pour aller repartir sur un prêt à 4. C'est assez logique. Ouais. Donc du coup, il y a une sorte de rétention et le marché est en train de se réguler par les volumes. Il y aura un peu de régulation par les prix, mais l'essentiel du marché se régule par les volumes. Et puis on a un marché qui a complètement basculé aussi, si on parle du locatif. Maintenant, pour trouver une location nue pour un bail de 3 ans, on est passé d'investissement, en tout cas de location nue, à la location meublée, maintenant de location Airbnb ou sur la location touristique saisonnière. On voit le drame que ça crée, on l'évoquait tout à l'heure, pour trouver des logements, même pour les étudiants. Enfin, il se passe quelque chose. Faut-il remettre en cause justement toute la fiscalité sur le locatif ? Moi, je pense qu'il faut. Mais pour le coup, j'ai eu l'impression, alors c'est peut-être mon esprit naturellement optimiste, mais c'était bien ce que disait Elisabeth Borne. Il faut revoir, et à plusieurs reprises, on m'a dit, oui, quand même, t'as raison, il va quand même falloir retravailler ces sujets parce que tout ça ne fonctionne plus. Donc moi, je reste raisonnablement optimiste. Je me dis que quand même, s'il y a un vrai travail gouvernemental avec tous les ministres autour de la table, on devrait pouvoir aboutir à quelque chose. Et l'idée, c'est de rendre l'investissement locatif également rentable, quel que soit le sujet. Pour l'instant, c'est vrai que c'est beaucoup plus rentable, plus facile de louer à Airbnb que de louer à une famille. Ça, mais évidemment, on marche sur la tête. Évidemment, de toutes les façons. Alors, le temps file. Il est temps de passer à la météo de Limo. On donnera un mot, bien évidemment, aussi sur la rénovation énergétique, puisqu'on abordera ce sujet de MaPrimeRénov'. Bien que j'annonce quand même que dans les mesures, en complément de ce que nous a dit Charlotte, sur le sujet, la multiplication des guichets, les moyens supplémentaires, se décline d'ailleurs dans le point, engagé dans ce système de rénovation énergétique, c'est 200 000 rénovations en objectif, avec une dotation qui va rendre éventuellement les aides plus lisibles et de passer de 2 000 à 5 000 accompagnateurs rénov'. Ça laisse dubitatif, notamment Karine Olivier, ça l'a laissé dubitatif, puisque finalement ceux qui seront les plus capables, et elle a raison d'ailleurs sur le principe, d'accompagner dans la rénovation des copropriétés, ce sont les syndics de copropriété eux-mêmes. Je vous propose qu'on passe immédiatement maintenant à la météo de Limo. La météo de Limo. Part bien ici. Comment allez-vous, mon cher Philippe ? Très bien, et vous, Sylvain ? Écoutez, super, quand je vous vois, tout va bien. Vous allez nous donner le temps qu'il faut. Il fait chaud dehors, la météo de Limo. Philippe de Lignyville, directeur général délégué de Bien ici. Vous êtes en charge du marketing et des données. Quel temps fait-il dehors ? Oui, alors comme tous les mois, on va faire un petit point sur notre vision du marché de l'immobilier, vue depuis Bien ici, donc depuis notre portail. Pour faire un petit topo global, on donc est quasiment le bon coin pour se loger, c'est Bien ici. Humour. Je ne le fais pas dire, Sylvain. Humour. Donc on est déjà en... les médias, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bon, je paraphrase. Mon cher Philippe, vous déconcentrez pas. Alors oui, donc le marché au global, on est déjà au mois de juin, bien avancé. On s'en est déjà parlé les fois précédentes. Un marché qui est, je dirais, relativement calme depuis le début de l'année. Ça bouge pas, surtout en transaction. Toujours les mêmes tendances. Le nombre d'annonces qui continue à augmenter sur le site, plus 7% par rapport au mois dernier, plus 45% par rapport à l'année dernière. Donc vraiment, les agences refont leur portefeuille. Une demande qui est toujours attentiste, qui est en léger recul par rapport à l'année dernière, il y a plus de biens, donc les gens prennent plus leur temps. Donc ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est toujours le cas. Il y a quelque chose de nouveau, par contre. C'est sur la location. Parce que sur la location, l'année dernière, baisse du nombre d'annonces, très fort, augmentation, explosion de la demande. En fait, un effet rebond de ce qu'on se disait tout à l'heure de la hausse des taux. Les gens restent sur de la location, cherchent plus sur la location. Donc un marché très actif. C'est un peu différent en début d'année. La demande a arrêté d'augmenter, les annonces continuent à baisser, et en fait, on retrouve... En fait, c'est un effet indirect, c'est-à-dire que les gens bougent moins, achètent moins, donc bougent moins de leur location, et les bailleurs nous le disent d'ailleurs, les sorties de location sont de plus en plus faibles. Donc ça, c'est assez nouveau. On avait Parcoursup le 1er juin, qui normalement est, on te le disait tout à l'heure, le top départ du mercato immobilier des étudiants, en fait. Les petites surfaces, c'est à ce moment-là qu'elles partent. Et pour l'instant, ça reste calme. Alors, qu'est-ce qu'on a Donc, d'autre ? on est toujours une météo assez incertaine, changeante sur l'immobilier et sur lequel on a toujours du mal à se projeter. Et donc, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on regarderait, ce serait intéressant de regarder les marchés annexes. Parce que est-ce qu'on voit sur le marché de la maison et de l'appartement, qui est le marché principal, est-ce qu'on le voit sur le marché annexe ? Et on a regardé les parkings et les box. Alors, c'est
est-ce que les tendances sont les mêmes ? Est-ce que le subit la même conjoncture ? Donc bon, déjà quelques chiffres sur les parkings et les box. C'est une petite partie du marché, c'est 1,5% de nos annonces, donc c'est une petite part. C'est un marché qui est assez équilibré entre location et vente. On est à peu près à 40% sur la vente et à 60% sur la location. Et puis évidemment un marché qui est très urbain, donc les zones urbaines, le centre-ville, avec les grandes villes qui représentent la majorité de l'offre. Alors ensuite au niveau des prix. En termes de prix affichés, le parking et les box, c'est de l'ordre de 25 000 euros, un parking et un box. Et avec des disparités, on a des villes qui sont plus élevées, notamment Nice, qu'on retrouve avec quasiment 10 000 euros de plus. Et à la location, c'est une location de l'ordre de 83 euros par parking et par box. Ce qui fait finalement un rendement brut à peu près équivalent à un appartement classique. Donc, question maintenant, est-ce que c'est un bon investissement d'investir sur le parking et les box ? À notre sens, oui. Pourquoi ? Parce que le loyer augmente plus vite que le prix de vente. Et ça, c'est assez inédit et c'est même très différent de ce qui se passe sur les appartements. Donc, on a une rentabilité qui s'accroît au fur et à mesure du temps sur le parking et les box. Malgré le fait que dans les villes, principalement, il y a une réduction drastique du nombre de voitures ? Non, parce qu'il y a un parc. Alors, plusieurs choses. Dans les villes, effectivement, mais il y a besoin de plus en plus de parking. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi toute la législation sur les parkings. Bien sûr, oui. Même maintenant, aujourd'hui, à Paris, par exemple, les 2 roues, on doit s'acquitter de stationnement. J'en sais quelque chose. Tout à fait. J'ai pris 3 prunes par semaine les premières semaines. Donc, je me suis calmé depuis. Voilà, oui. Et puis pour continuer, ça décale un peu le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, en centre-ville, il y a des sujets de parking et moins d'auto, mais sur les villes type banlieue ou les villes TGV, là, dans ces cas-là, on va avoir une demande autour des gares, donc une demande à aller chercher. En conclusion, oui, c'est le moment de conclure. En conclusion, on dirait que c'est plutôt un territoire un peu plus calme, où la météo est un peu plus calme, le parking, où on a plus de visibilité autant sur la demande que sur l'offre, et un peu moins d'encadrement. Il n'y a pas de DPE sur un parking, mais qui va devoir de toute façon faire aussi sa transition énergétique, parce que l'arrivée des véhicules électriques va obliger tous les propriétaires à s'équiper en borne de recharge. Absolument. C'est même d'ailleurs, faut pas oublier que le parking, c'est quand même une classe d'actifs qui est quand même assez préférée des petits investisseurs, bien évidemment. Il y avait même un site qui s'appelait Mister Parking qui était spécialisé sur la question. Nous allons bientôt nous quitter, mais je voulais qu'on parle justement du numéro, du point dans lequel vous prenez les prix parisiens, notamment avec une étude que vous avez menée. Et tout à l'heure, avant de prendre l'antenne, avec Véronique Bédag, on a regardé un petit peu les choses et finalement, on s'est dit, Véronique, qu'il y avait presque une frontière invisible entre l'Est et l'Ouest, puisqu'effectivement, il y a un code couleur qui va du plus bas au plus haut, avec le vert vif à moins de 8 900 euros jusqu'au rouge vif à plus de 12 900 euros. C'est dans le point du numéro de juin. Bien évidemment, Bruno, quelques commentaires. On a l'impression que Paris, graduellement, à la fois ça descend, mais on voit bien que l'Est parisien reste toujours cette frontière invisible entre l'Ouest et l'Est, justement. Alors là, c'est intéressant de cartographier justement en couleur Paris. On se rend vraiment davantage compte des disparités. On voit ce croissant 19e, 20e, 12e, et on descend 13e, 14e, où les prix sont au début de l'échelle, et puis tout l'Ouest, c'est pas un scoop, mais avec le 16, 17, le 15 est un petit peu entre les deux, etc. Qu'est-ce qu'on voit aussi ? Ça, c'est quelque chose qui est récurrent, c'est que en fait, pour savoir combien coûte un appartement à Paris, c'est assez facile. Vous allez prendre un petit café au comptoir d'en bas et vous allez déjà avoir un petit aperçu. Et ensuite, si vous remontez, moi c'est ce que j'avais vu dans mes premières années d'enquête, si vous remontez des stations de métro, des marges, donc du périphérique jusqu'à la pointe du compas, vous rajoutez entre 500 et 700 euros à peu près par station de métro. Ça marche pas dans le 16e, mais ça marche partout ailleurs et vous arrivez à peu près à votre truc. Non,
ce qu'on voit, ce qui a été, il y a des quartiers intouchables, hein. Invalides, Opéra, Châtelet, Panthéon, Étoile, une partie de Trocadéro, bien sûr le parc Monceau. Bon, le Marais, là c'est rouge vif. Le Marais, c'est rouge vif aussi. Ah, mais rouge vif. Le Marais, c'est rouge vif. Il y a encore quelques contrastes dans le 9e arrondissement, qui est un quartier qui se gentrifie, mais oui, qui je trouvais ça assez. Oui, mais bon, le code couleur quand même, le orange, on est entre combien et combien. Enfin bon, oui, en même temps, on est entre Pigalle et Rochechouart, donc forcément, Mais et puis globalement sur Paris, alors là il y a une baisse des prix d'environ 5% quand même qui est actée un peu partout, sauf vous l'aviez dit en préambule, sauf sur les biens d'exception. Quand on dit une baisse, je fais toujours attention au pourcentage, parce que une baisse de 5%, c'est une mini correction. Vous savez en 20 ans de combien les arrondissements parisiens ont augmenté entre celui qui a le moins augmenté, celui qui a le plus augmenté, entre 200 et 320% en 20 ans. C'est considérable. Et là, on baisse de 5%, donc les gens pensent que c'est juste une correction. Mais c'est le début. C'est le début. C'est justement de se dire, il se passe quelque chose. C'est une nouvelle histoire, justement. Voilà, tout à fait. Moi, je me mets à la place de ceux qui ont acheté au plus haut. Si dans 10 ans, ils y sont encore, et que ça baisse, comme vous le dites, avec un inversement, le réveil va être pénible. Et le problème à Paris, quand même, c'est par rapport au débat... Parce que ceux qui ont acheté il y a 20 ans, ils ont fait 300% de plus-value. C'est ça que ça veut dire. On n'en parle jamais, ça. Oui, c'est ça que ça veut dire. Tout à fait, ça, on n'en parle jamais. On parle beaucoup de gens qui ne peuvent pas se loger, mais on ne parle pas des gens qui ont fait des grosses plus-values et qui, aujourd'hui, vont être obligés de lâcher du lest, pas par bonté d'âme, pas par philanthropie, mais parce que les gens, mécaniquement, ne peuvent plus, vous l'aviez dit. Il y a des raisons structurelles et il y a des facteurs conjoncturels qui se sont rajoutés à ça, qui font qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus y aller. Merci beaucoup. Voilà, c'était pour la météo de Limo. Il est l'heure de conclure notre émission. Ça s'est bien passé, Véronique Bédag ? Très bien, merci. Nous étions ravis de vous avoir sur le plateau. Véronique Bédag, je rappelle que vous êtes la présidente directrice générale du groupe Nexity. Merci également à Charlotte Ecker, notre productrice, qui va nous rejoindre d'ailleurs tout à l'heure. Merci à Philippe de Ligniville. Et bonne santé d'ailleurs à Bien Ici, puisque je rappelle qu'en un temps record, vous êtes devenu le 3e portail français. Donc voilà, Bien Ici. Je ne veux pas la refaire, mais voilà, c'est Bien Ici. Merci encore une fois. Merci à Bruno Monnier-Vinard, journaliste au Point. Merci à Virginie Groslo, journaliste chez Challenge. Et merci à mon compère avec qui nous traversons les villes de France. On part à Angoulême la semaine prochaine, absolument, avec Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro Immobilier. Merci également aux équipes Théo, Jason, Baptiste. Merci également à vos équipes, Véronique, qui nous écoute aussi, Anne, Maxime, Nicolas, Cyril. Bien évidemment, c'est toujours un plaisir de bosser avec vous. D'ici là, prenez soin de vous. On va se retrouver, puisque c'est notre dernier numéro, pour la rentrée. Oui, la rentrée de septembre, à mon avis, on va avoir beaucoup à dire. Prenez soin de vous. Il va faire très chaud, encore une fois, et vive le logement, et surtout, vive pour les jeunes qui trouvent plus un boulot, à la fois un boulot, une école et un logement. En tout cas, c'est le combat que nous allons mener. À toutes et à tous. Bonne soirée. Le grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus et Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.